Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Bismart, l'émission depuis l'Orange Vélodrome de Marseille, où on a le plaisir d'être pour la deuxième année consécutive, invité par donc l'UPE 13 et qui nous fait chaque année rencontrer des entrepreneurs incroyables. Ce sera encore le cas pour cette 22e édition avec ce thème, donc la croisée des mondes. On va essayer de balayer au cours de cette heure qui va venir un peu tous les enjeux qui se cachent derrière ce titre, c'est-à-dire le défi climatique, le défi de la jeunesse, le défi technologique et le défi de l'entreprise de demain. On va d'ailleurs commencer par le défi de la jeunesse tout de suite. Pour commencer, donc, focus sur le défi de la jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Polizzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Unitel Group et vous êtes depuis quelques mois maintenant l'actionnaire à 100% de The Camp, un lieu situé à la lisière d'Aix-en-Provence, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a pour objectif, si je comprends bien, de rassembler des personnes issues de tous les horizons pour inventer des solutions qui justement parlent de l'entreprise de demain, vous qui rendront le monde de demain plus durable, plus juste, plus résilient, plus humain. D'abord, j'ai envie de vous dire, sacré défi quand même. Ah oui, et puis c'est pas un défi qui date d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été imaginé il y a quasiment 10 ans par un entrepreneur qui a fondé The Camp en 2017, qui malheureusement a eu un accident et est décédé quelques jours avant l'inauguration du campus. Donc The Camp est vraiment né sur un moment difficile. Et c'est un campus de l'innovation. On est propriétaire du site depuis le 1er juillet. Donc on a passé un été assez studieux pour reformater l'offre et pour ouvrir The Camp. Ces transformations, on y est confronté tous les jours. Qu'elles soient pour la jeunesse, qu'elles soient pour tout le monde. Elles sont technologiques, elles sont environnementales, elles sont managériales. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire de The Camp ce lieu, ce campus des transformations sur lequel on va pouvoir venir échanger, prendre du temps, se retrouver entre collaborateurs d'une même entreprise de manière endogène, de manière exogène. Et The Camp, qui a été inauguré en 2017, a reçu déjà des dizaines de milliers de personnes et aujourd'hui doit accélérer, doit devenir une entreprise rentable et donc construire un nouveau programme, des nouveaux enjeux et les partager au plus grand nombre. Et en face de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Prédal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Delta Festival de Marseille, qui a donc lui pour objectif de soutenir et valoriser l'engagement de la jeunesse. Mathieu, comment est-ce qu'on en arrive à fonder le plus grand rassemblement étudiant de France? Je crois que cette année, vous avez reçu 150 000 personnes. C'est ça exactement, on a reçu 150 000 personnes, 150 000 jeunes, hein, pas seulement étudiants. Hein. Nous, on vise vraiment, c'est la croisée des mondes aussi, hein, donc c'est assez intéressant de le voir aussi de cet angle-là. Comment est-ce qu'on en arrive là? Avec Olivier Ledo, donc, qui est le deuxième fondateur avec moi, quand on avait 24 ans, on sortait de capitale européenne de la culture, Marseille, en 2013. On avait envie de faire des choses, on a vu à quel point ça avait pu changer l'image, et c'est vrai que nous, l'image qu'on avait de Marseille, c'était pas du tout celle que nous renvoyaient les autres. Et on avait trop tendance à voir dans les médias Marseille Kalachnikov, Marseille règlement de compte, Marseille sale, Marseille une ville en retard au niveau économique, en retard à plein de niveaux. Et c'était vraiment dommage, on avait vraiment envie de montrer que nous, c'est pas du tout l'image qu'on avait de notre ville. C'était pour nous une ville qui est pleine d'espoir, qui est pleine d'initiatives, qui est un vrai laboratoire et qu'il faut mettre en avant. Et il fallait qu'elle prenne aussi en tout cas auprès des jeunes, cette place de deuxième ville de France. Et donc c'est comme ça qu'on a eu envie en fait de rassembler l'ensemble des étudiants au départ et puis l'ensemble de la jeunesse française puis européenne maintenant ici à Marseille pour le Delta Festival. Kevin, vous recevez à The Camp pas mal de jeunes, de start-upers notamment. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, cette nouvelle génération? Parce qu'on nous dit toujours qu'elle est très différente des anciennes. Est-ce qu'elle l'est vraiment, selon vous? Alors, on dit souvent qu'elle est difficile à manager, Oui. et c'est souvent vrai. C'est-à-dire que aussi bien cette génération X, cette génération Z et puis aujourd'hui la génération Alpha, c'est vrai qu'on a des codes différents, on a des comportements différents, on a des attentes différentes. Mais globalement, je pense que tout le monde partage les mêmes valeurs d'un monde durable, d'une forme d'équité dans le partage et la création de valeur, et puis cette volonté vraiment de transformer, de se retrousser les manches, si j'ose dire, et d'affronter un avenir qu'on nous vend toujours comme difficile, encore plus difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne vit pas du tout un monde difficile. Je pense qu'on vit un monde dans lequel il faut être performant, ce qui n'est pas la même chose. Quand le président de la République dit c'est la fin de l'abondance, non, c'est pas la fin de l'abondance, c'est la fin de l'opulence, c'est la fin du n'importe quoi. C'est la fin de ça marche par enchantement. Aujourd'hui, il faut travailler. À la performance, il faudra mettre de la surperformance, mais ça ne peut pas venir naturellement.
On a tous un cursus de formation, on est passé par l'école publique, l'école de la République, et aujourd'hui on a besoin, tout au long de sa vie, de faire l'acquisition de nouvelles compétences, de rentrer dans des schémas de transformation. C'est ce que connaissent toutes les entreprises, et ce que je trouve assez génial dans le moment, c'est cette transformation digitale. C'est cette capacité d'avoir des outils pour automatiser. On dit souvent le travail est cher. Oui, factuellement, le travail est cher. Mais dans un système où le travail est cher, on doit être plus performant, on doit automatiser ce qui est possible de le faire. Et ça ne peut pas venir par enchantement. Surtout pas dans une période où lorsqu'on investit, lorsqu'on dépense X dizaines de milliers d'euros, on peut les investir qu'une fois. Et donc dans The Camp, c'est ce programme de transformation, ce programme de Fab Lab, tous les enjeux de la 5G, du digital, du management, qu'on veut rassembler avec des nouvelles générations, mais pas que. Je dis toujours, on est jeune, mais on est toujours jeune en fait. C'est comme ça qu'on ne vieillit pas. Et donc, ce programme de transformation, il est vraiment axé autour des technologies, évidemment, c'est notre background, c'est notre parcours, mais il est axé surtout autour de l'humain et autour de l'environnement. Mathieu, justement, vous êtes à l'écoute, vous, des jeunes. Est-ce que les enjeux que vient de décrire Kevin, vous les avez retrouvés? Je sais que vous avez organisé des agoras pour justement savoir ce que voulaient ces jeunes, et vous avez reçu, je crois, une 55 propositions. Est-ce que vous pouvez nous en partager? Oui, alors tout à fait. On a organisé pendant le festival ce qu'on appelle le monde des possibles. Nous, en fait, c'est où on essaie de rassembler un maximum de partenaires et de jeunes, les faire monter sur scène, leur donner la parole et voir un petit peu ce qui peut remonter en termes d'envie, de desiderata, d'idées innovantes de ce public-là qui travaille avec la jeunesse ou qui, tout simplement, représente la jeunesse. Donc on a fait ça sur 5 thématiques. Il y avait le vivre ensemble, la culture, l'économie, évidemment, était une grosse partie. On avait l'environnement et la santé. Et donc on a fait venir des partenaires. Donc moi je ne m'occupais pas de toutes les agoras. On a fait venir des partenaires sur scène et ça s'est super bien passé pour une première édition. On est vraiment très très satisfaits. Et donc c'est quelque chose qu'on va reproduire. Là on est en train d'écrire le livre blanc. Donc les équipes du Delta Festival sont en train d'écrire le livre blanc pour rassembler tout ça et pour pouvoir le publier, commenter un petit peu les propositions qui ont été faites. Et donc on a eu toute une série de propositions qui ont été hyper intéressantes, commentées, discutées sur scène. Donc c'était super. Kevin, vous, justement, vous êtes un exemple type, je trouve, du fait que l'entrepreneuriat et l'innovation sont aujourd'hui un puissant levier d'action pour cette génération qui a, semble-t-il, tellement envie d'agir. Oui, c'est une réalité, à la fois par la force de l'expérience. On a eu la chance de tomber dans le digital au début des années 2000. Moi, ma première société, je l'ai créée le 11 septembre 2001. Alors maintenant, ça commence à dater quand même, mais c'est des dates qui sont effectivement importantes. Cette innovation, le numérique l'a vécu pendant 15-20 ans, je dirais, l'a subi, l'a fait tomber en marche. Aujourd'hui, tous ces outils-là fonctionnent. Tous ces outils-là sont disponibles. Le problème majeur de notre pays, c'est le retard d'adoption. C'est la capacité de libérer du temps pour comprendre qu'effectivement, on peut automatiser une partie de sa formation. Il y a 2 jours, j'étais avec une entreprise, une industrie qui fait de la forge. Ça fait 2 siècles qu'ils font de la ferraille. Ils n'ont pas besoin de toutes mes gadgets technologiques. Bon, sauf quand même qu'au bout d'un quart d'heure de discussion, l'intérêt était là, était manifeste. Donc pour être capable vraiment d'embrasser cette transformation globale, cette compétitivité que tout le monde cherche. Évidemment qu'on cherche à gagner de l'argent, on est entrepreneur, mais on cherche d'abord à investir et à investir durablement. Et donc, on a besoin d'un tiers-lieu, on a besoin d'un endroit sur lequel on puisse couper 1 jour, 2 jours, réunir ses équipes, réunir ses partenaires, réunir ses sous-traitants. Souvent, les sous-traitants, ils arrivent tout au fond de la chaîne. Les sous-traitants sont l'essence même d'une entreprise. Et donc, The Camp propose ces parcours de transformation, séminaires, innovation, accompagnement. On va partager évidemment un bout de notre expérience, mais surtout faire venir aussi d'autres entreprises et vraiment co-construire ensemble. On a perdu un peu ce lien, et c'est ça que vous cherchez à recréer aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on l'a perdu. Je crois que fondamentalement, les générations passent et chaque génération a son grand combat, si j'ose dire. Sauf qu'aujourd'hui, le combat du RSE, il est transgénérationnel. Le modèle républicain français, c'est la solidarité intergénérationnelle. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'un lieu qui va réunir toutes les générations, qui va adresser concrètement des problématiques et surtout qui va architecturer des solutions. On peut être pour la construction durable, mettre du bois partout, pourquoi pas ou pas, mais ça dépend de quoi on parle. Et donc il y a un moment, on peut être dans l'incantation, on peut être dans le message,
et il faut être dans l'exécution opérationnelle. Et c'est notre job d'entrepreneur de transformer la promesse pour en faire une réalité opérationnelle, accessible à tous sur le terrain et rentable. Rentable. On sort de 10 ans de levée de fonds de n'importe quoi. J'ai envie de faire un cafard connecté, génial, j'ai 10 millions. Non, c'est mort ça. C'est quand même en train de s'inverser là. Exactement, Je mais crois. quand même, il y a des gens qui ont bien gagné leur vie pendant 10 ans quand même. Donc aujourd'hui, on a besoin de rationaliser un certain nombre de choses, on a besoin de déployer, et puis on a besoin de créer une nouvelle relation entre les grands groupes et les startups. Ça peut pas être je t'achète parce que c'est super. C'est on travaille ensemble intelligemment avec les bonnes sécurités et le cadre contractuel adapté. Et donc évidemment, quand on est plus dans le détail, c'est plus compliqué et ça requiert des infrastructures, des équipes, de la transformation. Et puis si on est capable de démultiplier les succès, c'est quand même tout ce qu'on cherche. Gagner du temps, gagner de l'argent et être opérationnel. Mathieu, Kevin parlait d'enjeux qui sont transgénérationnels aujourd'hui. On évoque souvent le risque d'un choc des générations. Vous, comment est-ce que vous appréhendez cette question ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est un risque. Et du coup, il faut vraiment le prendre à bras le corps. Tu parlais de la génération alpha. Donc, effectivement, les jeunes générations, elles ont des envies différentes. Quand elles vont travailler, elles ont des envies différentes des générations passées. Ça a toujours été le cas. Hein. Ça a toujours évolué. Peut-être que ça évolue plus vite aujourd'hui, mais comme tout le reste de la société, le reste de l'économie. Moi, je pense que la question du sens et la question de l'entrepreneur, là où il doit se poser la question, aujourd'hui, s'il veut attirer les talents chez lui, c'est comme tu disais, transformer en opérationnel les changements dont la société a besoin, mais arriver à faire de l'argent avec, évidemment, puisque notre société est fondée sur l'économie. L'économie, c'est aussi faire de la croissance et faire de l'argent. Et je pense que si tous les entrepreneurs intégraient qu'ils pouvaient faire de l'argent tout en suivant un programme de RSE et qu'ils pouvaient arriver à même peut-être en faire plus, parce qu'ils arrivent à attirer encore plus de talents, des personnes encore plus qualifiées, parce que du coup, derrière, il y a ce sens-là que ces personnes-là vont rechercher. Je pense que si tous les entrepreneurs intégraient ça, ça irait beaucoup plus vite, la transition. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et que tu as souligné. Et je pense que je te rejoins tout à fait sur cette partie-là. Et je pense qu'à The Camp, vous allez pouvoir en parler et avancer sur ce sujet. Oui. Tout à l'heure, Kevin, vous avez mentionné une petite difficulté de management parfois. Vous êtes chef d'entreprise. Comment justement vous arrivez à les faire coexister ces générations aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut aussi pousser les anciennes générations à faire toutes les transformations dont vous parlez ? Alors, vaste sujet, mais on pourrait faire une conférence d'une semaine, je pense, sur la thématique. Si je partage ma modeste expérience très rapidement, nous n'avons jamais connu un monde qui n'a autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez envoyer un satellite, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros, là où c'était intellectuellement inaccessible il y a encore 20 ans. Et donc, pour les manager, il faut des projets. Et pour embarquer toutes les générations, il faut des projets qui ont du sens. On est au début de la transformation digitale. C'est le début, c'est les balbutiements, ça a à peine commencé. Alors certains ont compris, s'en sont saisis un peu avant, mais c'est le début du début. Et donc je trouve que prendre le savoir, les problématiques des anciennes générations, les faire mettre en œuvre de manière technique et opérationnelle aux jeunes générations, c'est mécaniquement une manière de mobiliser les équipes et d'activer cette solidarité intergénérationnelle. C'est le modèle de notre République. On ne le dit pas assez, c'est le modèle de notre République. On a été éduqués pour ça. Est-ce qu'on sait le mettre en œuvre ? Pas vraiment bien, il faut le reconnaître, mais notre mindset, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ces jeunes, ils sont d'une performance technologique incroyable. C'est normal, ils sont nés avec ça. Ils sont nés avec ça. Les autres étaient performants pour faire autre chose. Tout le monde a toujours été performant. Et donc construire ces projets dans le cadre de l'entreprise, en dehors de l'entreprise. Lorsqu'on a pris la possession de The Camp, j'ai réuni tout le staff en one-to-one pour échanger, faire connaissance, etc. Et je leur ai posé une question qui était assez inattendue, c'est est-ce que vous êtes impliqués dans la vie associative en dehors ? Si demain, je dois avoir un relais de communication qui fait de The Camp quelque chose, un must-have, comment je le dis ? Comment je le communique ? Chaque personne de The Camp était dans une assoce extérieure. Parce que c'est leur philosophie de transmettre les valeurs. Et aujourd'hui, on est en train de créer des projets avec les associations. On a proposé d'ailleurs à toutes les associations de mettre leur siège social gratuitement à The Camp. Pourquoi ? Parce que si les associations, par définition, ont leurs sièges qui sont dispatchés de partout, comment on se rencontre ? The Camp, c'est vide le samedi et le dimanche. C'est un lieu pour faire du B2B. Et donc les associations, les youtubeurs,
Tous les gens qui fabriquent demain, ils vont venir, ils vont construire, on va dérouler, et puis on va construire un modèle de transfert de savoir et de transfert de valeur. Alors moi, je ne dis pas partage de valeur, parce qu'on risque d'être pas assez fluide ici, mais je pense que ce partage de la valeur, c'est le coup d'après, et la coopétition, elle est en train de se transformer en comment on s'associe intelligemment. C'est fini la guerre de 14 où chacun est dans sa boîte. Maintenant, on est obligé de faire ensemble. On est tout petit à l'échelle d'un monde qui n'a pas envie de nous faire de cadeaux. Le monde entier n'a pas envie de nous faire de cadeaux. Et donc c'est à nous de prendre le taureau par les cornes, d'y aller, et c'est un peu la tradition marseillaise quand même. Mathieu, Kevin parle de faire cohabiter donc les entreprises et les associations. Vous faites aussi venir les entreprises sur le Delta. Quelle est votre motivation là-dessus? Pourquoi c'est important pour vous? Alors du coup, The Camp, c'est certainement un lieu où les associations, les entreprises, les youtubeurs, etc. pourront se rencontrer à l'année, clairement. Le Delta, c'est plus un lieu, un moment événementiel, hein, donc c'est sur 5 jours. Donc nous, on fait venir effectivement 150 startups, on a 200 associations qui viennent participer au salon sur l'événement, on a 400 associations étudiantes aussi de la France entière qui viennent pour participer du coup à ces débats et à cet événement. Donc, comment nous on fait ça? C'est l'attrait de l'événement culturel en fait, les têtes d'affiche, les scènes, on a 5 scènes sur l'événement, on fait venir des artistes du monde entier, sur des styles musicaux les plus variés possibles pour attirer tout type de jeunes. Toutes ces personnes-là viennent. Vu que les jeunes sont là, les entreprises, les institutions, les médias, etc., tout le monde veut venir aussi, les influenceurs. Enfin, on a un programme ambassadeur où on a 200 influenceurs qui viennent de la France entière. Moi, j'ai fait le tour du monde des possibles avec Hugo Décrypte cette année. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était quand même quelque chose c'est un accomplissement, quoi. Donc, du coup, on arrive à les rassembler. Et la motivation derrière, c'est de créer justement cette transmission. On en parlait juste avant. La transmission intergénérationnelle, c'est hyper important si on veut que la passation de pouvoir, de décision aussi aux générations futures se passe bien. Il faut que la jeunesse prenne la parole et puisse avoir la place aussi de s'exprimer, d'exprimer ce dont elle a besoin, comment elle voit le monde aussi. Et c'est des choses qui sont différentes par rapport aux générations passées et c'est normal, il faut juste l'accepter et tout peut se faire dans la douceur, quoi. Il n'y a pas forcément de conflit générationnel à trouver à la fin, quoi. Mathieu, vous avez commencé en nous parlant de Marseille, capitale européenne. Et vous, votre ligne de mire, je crois que c'est 2025. Vous voulez que Marseille soit la capitale européenne de la jeunesse. Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? C'est quoi le message? Alors le message, il ressemble énormément au premier message, qui était de faire de Marseille une capitale en France d'attrait, d'attractivité pour cette jeunesse. Là, on a envie d'aller encore plus loin, on a envie de le dire à l'Europe entière, que Marseille a tous les atouts. Marseille n'est pas une ville qui coûte cher, donc pour les jeunes c'est intéressant. Marseille a un capital, un patrimoine naturel extraordinaire avec les calanques, avec les collines, avec tout ce qu'il y a autour de la métropole, etc. Marseille a une croissance énorme. Marseille est une ville jeune, une ville où il y a une vie nocturne, où il y a une vie culturelle très importante, donc elle peut attirer cette jeunesse-là. Du sport, on est dans le temple du sport ici marseillais, donc tout ça c'est des choses qui intéressent la jeunesse, qui peuvent montrer que Marseille a cette place-là à tenir en France, mais aussi en Europe, une capitale, quoi. Kevin, pour finir, moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de découvrir des entreprises de plus en plus incroyables chaque année. J'ai l'impression que le dynamisme de l'écosystème marseillais a passé un cap. Quel est votre regard, vous? Oui, je suis totalement, évidemment, d'accord avec ça. On aime notre région et on y investit. Et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est un message vraiment très important. Il y a une croissance endogène, il y a une croissance exogène. On a décidé de racheter The Camp. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que ça parte dans les mains de l'Université de Singapour, dans les mains de Stanford ou chez un promoteur qui aurait construit des mètres carrés, faire des mètres carrés. Donc, dans le process de rachat, on avait une compétition mondiale sur The Camp, qui fait que l'outil est le bon outil. Maintenant, The Camp, c'est la formation. On a acheté 2 hectares dans le centre de Marseille il y a maintenant 18 mois. On vient de finir de raser tout ça et on va construire un quartier connecté qui s'appelle Théodora. Théodora, c'est 37 000 mètres carrés de bâtiments dans lequel on trouve un co-living de 150 chambres pour des étudiants, une école d'ingénieurs de 5 000 mètres carrés pour former les ressources qui nous manquent parce qu'on a beaucoup de talents qu'il faut former. Et puis 30 000 mètres carrés de facilités, de bureaux, etc. pour les embaucher. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre un gamin qui a du talent, qui n'a pas d'argent, lui payer son co-living, le prendre en alternance, juste lui payer son école d'ingénieur. Oui, il travaillera beaucoup. Oui, il travaillera beaucoup, parce que tout ça coûte très cher. Mais si on ne finalise pas
nos investissements en infrastructure et si on ne mobilise pas autour de projets structurants l'intégralité de l'écosystème entrepreneurial, alors on ne peut pas y arriver. Et sincèrement, je le disais encore ce matin en croisant certains amis, je suis impressionné par le fait que l'énergie fondatrice de The Camp perdure 5 ans après. On a l'impression qu'il y a eu un gros reset, comme quand on redémarre l'ordinateur, et qu'on est reparti pour un tour. Et ça, je tiens vraiment à remercier toutes les marques de soutien, toutes les parties prenantes, tous les gens qui vont venir accompagner ce campus. La jeunesse, moi je me souviens être intervenu au Delta Festival au tout début, tu disais tout à l'heure qu'on n'était pas beaucoup. Ben ouais, mais sauf qu'on est un cercle de gens où on y croit. Et ça, je pense que ça se contamine assez facilement. Merci beaucoup Kevin Polizzi et Mathieu Prédal. Vous pouvez les applaudir bien sûr. Je vous ai dit en début d'intervention qu'on allait faire un petit peu le tour de tous les défis qui vont occuper aujourd'hui le forum de l'UPE 13, la Croisée des Mondes. Et on va s'intéresser maintenant plus particulièrement aux défis climatiques avec deux entreprises aujourd'hui, Barjane et American Express France. Julie Barlatier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Barjane et Pierre-François Brezès, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur général de la division entreprise d'American Express France. Julie, Barjane, c'est sans doute un petit peu moins connu qu'American Express. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites ? Oui, bien sûr. D'abord, je voulais remercier l'UPE 13 et Philippe Corsia pour cette invitation parce que je suis originaire d'ici, fan de l'OM depuis Jean-Pierre Papin. Donc, pour moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je passe cette journée ici sur la pelouse. Barjane, on est aménageur, développeur et gestionnaire de parcs logistiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on recherche des terrains, idéalement des friches industrielles, sur lesquels on imagine des parcs. Donc on imagine où vont passer les routes, comment va circuler la marchandise. Puis, avec nos clients, qui sont des industriels, des grands de la distribution alimentaire, non alimentaire ou des gestionnaires de colis, on imagine l'enveloppe, le bâtiment qui sera le meilleur pour leur permettre à eux d'être efficaces. On fait construire ces bâtiments. On installe des centrales photovoltaïques en toiture de ces bâtiments pour produire l'électricité que le process va consommer. Et puis, nous restons propriétaires de tout ça et nous gérons dans la durée ces parcs. Pourquoi ? Parce que nous avons une volonté de faire de l'immobilier de qualité et on veut qu'il reste de qualité. Donc, on a décidé depuis le début d'assurer toute la chaîne. Alors, vous avez lancé cette entreprise avec votre frère, je crois que c'était en 2006. Et alors, si mes souvenirs sont bons, en 2006, on ne se posait pas autant de questions sur la durabilité, le respect de la biodiversité et l'environnement. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision à un moment où finalement, presque personne n'en parlait ? Alors, deux raisons à ça. Nous, on vient de ce monde parce que notre grand-père était chauffeur routier, notre père était logisticien, donc c'était un des secteurs qu'on connaissait bien. Et on avait une volonté de faire des choses dont on soit fier, parce qu'on est vraiment dans un secteur qui est essentiel à l'économie. Je crois qu'on en a tous pris conscience pendant le Covid. C'est un secteur qui ne doit pas s'arrêter, sinon on n'a plus rien à manger, plus de médicaments, mais qui était assez laid, assez mal géré. Donc nous, déjà, on voulait faire ça, que ce soit être fier. Et puis, on voulait être une entreprise durable. Et je crois que M. Pouyanné l'a dit, pour être une entreprise durable, il faut pouvoir avoir des actifs durables et donc investir. Et donc, nous, tout de suite, on a choisi des matériaux qui allaient durer, faire des espaces verts qui permettraient aux gens d'avoir envie de travailler et puis de produire de l'électricité solaire qui allait pouvoir aussi durer. Et donc, c'était vraiment cette démarche de développement durable. Aujourd'hui, on appelle ça RSE, mais c'était vraiment la volonté, nous, Barjane, d'en faire une entreprise durable et donc de l'asseoir sur des fondamentaux durables. Pierre-François Brezès, vous êtes donc à la tête d'American Express France. C'est donc une société de services qu'on ne présente pas. Et du coup, elle est assez peu émettrice de par sa nature en termes de CO2. Pourtant, ça ne vous empêche pas de vous intéresser à cette question climatique. Comment, quand on est à la tête d'une entreprise de cette taille-là, on aborde ce sujet ? D'abord, je m'associe à ce que vous disiez. Je voulais remercier aussi l'UPE 13 et puis Philippe Corsia de nous avoir conviés. Parce qu'on parlait tout à l'heure dans le plateau précédent du dynamisme de la région et des Bouches-du-Rhône. Pour nous, PACA et les Bouches-du-Rhône, c'est vraiment une région stratégique sur laquelle on se développe. On a mis des experts, on a développé à la fois nos commerciaux et nos clients. Est-ce que vous êtes au contact de beaucoup de TPE-PME, c'est ça ? Oui, on a quelques milliers de clients dans la région, en fait. Tout à fait. Et alors, en gros,
pourquoi on s'intéresse à ces sujets? Parce que ces sujets sont importants pour nos clients. On a un modèle unique qui est un modèle où on est au centre d'une relation, on gère à la fois les commerçants et les clients. Ça veut dire qu'on connaît les besoins à la fois des acheteurs et des fournisseurs. Et ce qui s'est passé, c'est que l'empreinte durable, l'empreinte carbone et la responsabilité sociétale des entreprises est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises. Et donc, on accompagne ce mouvement, comme on les accompagne aussi dans d'autres domaines qui sont plutôt l'optimisation financière. C'est sur le levier des voyages d'affaires que vous pouvez agir en incitant vos clients peut-être à faire différemment? En fait, ce qui se passe, c'est que pour nos clients, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de mesurer son empreinte carbone et d'avoir une mesure pour autre chose que l'aérien. L'aérien, ça fait assez longtemps qu'on peut trouver des indicateurs qui vont vous donner un poids carbone. Le rail aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on propose pour tous nos clients, c'est d'ailleurs dans nos solutions et c'est gratuit, un tableau de bord qui va leur permettre de mesurer leur empreinte pour l'aérien, le rail, l'hôtellerie, la restauration, les déplacements véhicules, etc. Donc ça permet aux entreprises de connaître son empreinte carbone, mais aussi ça nous permet de les comparer avec leurs pairs, de connaître leur marge de progression et puis aussi de leur proposer des audits et des façons d'améliorer de diminuer leur empreinte. Julie, vous êtes sur un secteur qui a souvent mauvaise presse, puisqu'on parle, quand on parle logistique, on parle évidemment entrepôt et on parle artificialisation des sols tout de suite, immédiatement. Vous avez pris ce sujet à bras-le-corps. Comment est-ce que vous arrivez à neutraliser cet impact-là? Alors on a plusieurs stratégies. La première des choses, c'est qu'on s'est donné des engagements de redévelopper des friches. Et notamment, en ce moment, on développe un parc de 62 hectares aux portes de Marseille, à Ansuez-la-Redonne, où il y aura 170 000 mètres carrés de plateformes logistiques. Et on a commencé par dépolluer ce site. On a sorti 70 000 mètres cubes de pollution avant de pouvoir démarrer. 70 000 mètres carrés de mètres cubes de pollution, de déchets souterrains, de cendres, de toutes sortes de déchets qu'il a fallu aussi trier et recycler. Donc ça fait partie de notre métier, et de réhabiliter un site qui était abandonné pour en faire le parc logistique de demain, une infrastructure que la métropole n'avait pas encore. On a, en plus de ça, déjà moi je trouve que c'est une utilité publique. En plus de ça, on contribue aussi à la création d'un échangeur autoroutier qui va bien sûr bénéficier au parc, mais qui va aussi désengorger tout le territoire. Donc ça, c'est la première façon. Chaque fois qu'on peut redévelopper des friches, c'est vraiment notre stratégie. Lorsqu'on ne peut pas faire ça, on s'est donné comme engagement, nous chez Barjane, de recréer 1 mètre carré vert pour chaque mètre carré imperméabilisé. Et donc aujourd'hui, notre métier, c'est gestionnaire de parc logistique, enfin développeur gestionnaire de parc logistique. Néanmoins, nous gérons aussi, en plus de nos 40 plateformes logistiques, de nos 20 centrales photovoltaïques, nous gérons à peu près 2 millions de mètres carrés de forêt et 1 million de mètres carrés de terres agricoles. Ça fait 3 millions de mètres carrés au total, mais c'est pas du tout votre métier. Alors ça, c'est être gestionnaire, c'est aussi notre métier en fait, parce que voilà, enfin c'est nos objectifs. Mais avant d'aller chercher ailleurs, on le fait sur nos sites. On a des partenariats avec la Ligue de protection des oiseaux qui viennent faire des diagnostics avant qu'on commence le développement de nos sites, qui nous conseillent avec des écologues sur quelles espèces planter, comment recréer des corridors écologiques pour pouvoir recréer de la biodiversité. Barjane est une entreprise engagée pour la nature. Donc chaque fois sur nos parcs, on crée beaucoup d'espaces verts. D'abord parce que c'est agréable pour les utilisateurs du parc de pouvoir aller se reposer dans les espaces verts, et ça recrée de la biodiversité. Et donc on a maintenant plusieurs années d'histoire sur 4 ou 5 parcs déjà sur lesquels on a fait ces programmes, et on a contribué à recréer plus de 100% d'espèces, plus de grenouilles, plus d'oiseaux, plus d'insectes que ce qu'il y en avait avant qu'on commence à mettre des plateformes logistiques. Ce qui, moi j'en suis très fière, prouve qu'on peut faire du développement économique et en même temps protéger la nature et recréer de la biodiversité. On parle de compensation. Chez American Express, vous aussi, vous poussez vos clients à s'engager davantage. Je crois que vous avez un partenariat avec Reforest Action. C'est le rôle des grands groupes d'essayer d'entraîner aujourd'hui tout un écosystème derrière? Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, en fait. Qu'on soit
disons quelqu'un, une entreprise qui est connue pour son empreinte, ou pas d'ailleurs. En fait, c'est l'action de tous qui va faire qu'on va rentrer ça en fait dans notre quotidien, dans notre façon de gérer, dans notre façon de nous développer. On va se développer différemment. On parlait tout à l'heure de voyage, de déplacement professionnel. En fait, le déplacement professionnel, on sait, les entreprises savent, et d'ailleurs on s'est retrouvé là en vrai, on n'a pas fait un Webex ou un Teams. On a besoin de se rencontrer pour développer son business. En revanche, il faut voyager mieux, il faut avoir un peu de bon sens et surtout éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc c'est vrai, on est, je pense, très conscient chez American Express, comme dans toutes les entreprises en ce moment, tous nos clients, tous les clients à qui je parle sont conscients, et c'est pas du tout une peinture verte. C'est des clients qui veulent absolument continuer à croître, mais le faire de manière durable. Est-ce que c'est quand même pas plus compliqué? Vous travaillez beaucoup avec les TPE-PME quand on a une petite entreprise et qu'on n'a pas forcément les moyens d'engager de lourdes transformations. Alors, c'est vrai que les TPE, les PME sont plus fragiles. En revanche, il y a des actions qui sont... vous n'êtes pas une grande entreprise, mais vous avez un impact très très positif. Et je pense que tous, à notre niveau, on peut avoir cet impact. C'est vrai que les TPE ont des fragilités. La difficulté des TPE et des PME en ce moment, c'est qu'elles font face quand même à des énormes défis entre le remboursement des aides, entre l'augmentation du prix des matières premières, du coût de l'énergie, et puis les retards de paiement. Ça fait quand même beaucoup. Alors c'est vrai qu'on les aide aussi en introduisant des différés de paiement qui leur permettent de gagner 58 jours. Donc c'est la contribution qu'on essaie d'apporter. Mais elles vont aussi travailler pour se développer de manière différente. Vous, Julie, vous entraînez aussi tout votre écosystème derrière vous. C'est-à-dire que j'imagine qu'au début, quand vous avez eu ce regard d'une entreprise très orientée développement durable, vos premiers clients, ils n'étaient pas forcément avec la même sensibilité que la vôtre. Alors non, c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on a commencé, nos clients parfois nous disaient « mais vous ne croyez pas que vous en faites un petit peu trop ?» Mais ça a très très vite changé. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un plaisir de voir nos clients s'approprier ce qu'on a pu faire pour eux et puis maintenant même être demandeurs. On vient cette semaine d'être certifié ISO 50001. C'est la certification pour la performance énergétique. Et on le fait pour nos clients parce que nous développons des plateformes logistiques qu'on va entretenir pour eux. Mais c'est eux qui vont les exploiter. Donc c'est très important qu'on veille dès le départ à bien concevoir ces bâtiments pour que eux, justement, n'utilisent pas trop d'énergie, n'aient plus de chaudière au gaz, qu'ils puissent utiliser cette énergie solaire que nous créons dans les bâtiments. Et donc on travaille avec eux pour bien comprendre leur process et savoir de quoi ils vont avoir besoin sur la durée, parce qu'on va être là très longtemps. Ça prend quelques années de concevoir et construire un site, mais on espère qu'il va être exploité 30 ans, 50 ans. Mais c'est vraiment un vrai partenariat et une fierté de savoir qu'on va contribuer à ce qu'eux soient aussi plus performants énergétiquement et donc en termes de développement durable. Donc aujourd'hui, nos clients sont porteurs et puis nos fournisseurs aussi. On a une politique d'achat durable et donc vraiment toute notre chaîne se mobilise pour trouver des innovations, des nouveaux matériaux et être sûr que dans toute la chaîne, on le fait le mieux possible. On parle ici aujourd'hui du défi de l'entreprise de demain. Vous la voyez comment, vous, l'entreprise de demain ? L'entreprise de demain, elle est déjà là aujourd'hui. On est tous motivés. Ça va passer par beaucoup d'innovations. Nous, dans la construction, on a besoin de nouveaux matériaux. On a besoin de béton bas carbone. On met déjà des charpentes bois, mais il y a des tas d'endroits où il faut qu'on innove. Et donc, ça va passer par des nouvelles technologies. Moi, j'ai une équipe énormément motivée. On a vraiment des gens qui veulent changer ça. On est tous là, les clients aussi. Donc, c'est pas demain, c'est maintenant. On est en train de le faire et je trouve que c'est passionnant. Et donc, nous, notre plateforme logistique, elle est doublement stratégique. On le voit, être indépendant, avoir tout ce qu'il nous faut quand il nous le faut. Et puis aussi produire l'énergie sur les toits. Et donc, c'est vraiment un outil structurant pour le territoire. Et pour construire cette entreprise de demain, il n'y a pas de petits pas. Je voyais American Express, vous allez lancer des cartes en plastique recyclé. Alors comme ça peut paraître complètement anecdotique, mais d'abord, c'est des changements de process, j'imagine, qui sont assez considérables. Et deux, quand on voit l'échelle de déploiement, forcément, l'impact est là. C'est logique d'ailleurs. Avoir une carte en plastique, si elle est pas recyclée, ça fait un peu bizarre. Donc c'est vrai que c'est un investissement très lourd, mais bon, ça fait partie des petits gestes, des petits pas en fait que chaque entreprise doit faire on travaille beaucoup sur notre empreinte aussi, la nôtre, parce que vous avez des politiques d'achat durables. Donc nous, on a des clients, ces clients
nous sélectionnent leurs fournisseurs en fonction d'engagement aussi de leur côté. Mais ça fait partie de ce qu'on propose aussi à tous nos clients, c'est d'avoir, et notamment ces cartes en plastique recyclé. Et vous avez une vision d'un zéro émission nette à l'horizon 2035, c'est ça? Alors au niveau du groupe, c'est un engagement qu'on a voulu faire 15 ans avant l'engagement de 2050 en effet. Et comment vous allez vous y prendre alors? On fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'en gros, et notamment sur les data centers. Les data centers, c'est en Très gros, énergivore, ouais. c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler, qu'on a déjà commencé à travailler. Et j'imagine qu'on met des panneaux photovoltaïques partout, surtout à Phoenix. À Phoenix, en plein désert, il y a ce qu'il faut, un soleil. Julie, vous, votre objectif maintenant, c'est la labellisation B Corp. Oui. Pourquoi ce choix? Alors B Corp, c'est un label qui définit qu'on va faire passer les gens et la planète avant les profits. Nous, ça a toujours été notre état d'esprit, puisqu'on est des investisseurs long terme, très long terme, et donc on a toujours pris des positions qui n'étaient pas pour le profit rapide, mais qui étaient pour faire quelque chose qui allait durer et qui était bien. Et on a voulu nous aider à nous structurer. On a toujours fait comme ça. On est ISO 14001 depuis très longtemps. On s'appuie sur des certifications pour passer des caps. Et donc celui-là, c'en est un. Et on a changé beaucoup de choses dans notre façon de travailler pour être sûr justement d'entraîner notre écosystème, d'entraîner notre équipe et de faire toujours mieux. Donc voilà, on est dans cette démarche-là. Et ça se traduit concrètement par se poser la question à chaque fois qu'on fait un projet: quelle est l'utilité publique du projet? Ça sert notre client, on fait une plateforme logistique, mais qu'est-ce qu'on apporte aussi au territoire, aux gens qui habitent à côté? Qu'est-ce que c'est qu'on va apporter? C'est intéressant que vous utilisiez le mot utilité publique. C'est pas un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche d'entreprises privées. Pour vous, il y a presque un côté mission dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que ça desserve aussi le territoire et que chacun puisse y trouver son intérêt. Oui, complètement. Pour nous, on fait de l'immobilier, on fait des plateformes logistiques, mais ce qu'on imagine, c'est que c'est comme si, à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on plantait un arbre. Il faut qu'il plante bien ses racines dans le territoire pour pouvoir donner des fruits très longtemps. Donc les fruits, ça peut être des emplois, des recettes fiscales, des terrains de sport, des activités, des choses qui vont durer bien après nous. On est de passage, mais on espère qu'on crée des parcs logistiques qui vont durer bien après nous et qui seront utiles très longtemps. Donc c'est vraiment notre objectif. Je vous vois opiner du chef, Pierre-François Brezès. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients sur ces thématiques-là? Moi, c'est vrai que je bois du petit lait, mais c'est tellement vrai. Et ça, quand on parle à nos clients, quand on parle aux entrepreneurs, c'est exactement ce qu'on voit. C'est un enthousiasme, c'est une volonté de changer les choses, de le faire à son niveau, de le faire de manière durable et surtout d'enfoncer ses racines et puis de se développer. Et on n'est pas des vendeurs d'aspirateurs, on est là pour travailler sur le long terme. Et nous, ce qu'on essaie de faire, pour répondre à votre question, c'est qu'on essaie de soutenir les entreprises pour leur permettre de s'inscrire dans le long terme aussi, en les aidant à passer les caps. Et des caps, on en a parlé tout à l'heure, qui sont un peu compliqués en ce moment. Mais les entrepreneurs ont de la ressource, de l'énergie. Le tout, c'est de les soutenir et de les aider. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre-François Brezès, directeur général de la division entreprise d'American Express France, et Julie Barliatier, cofondatrice de Barjane. Vous pouvez évidemment les applaudir. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravie de terminer cette émission avec probablement les deux entrepreneurs les plus dingues que j'ai jamais croisés dans ma carrière. Ça fait quand même à peu près 15 ans que je suis journaliste économique, donc autant vous dire que j'en ai vu passer. Alexandre Kezerg, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Sirocco, champion du monde de kitesurf. Francky Zapata, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Zapata Company. D'abord, tous les deux, est-ce que vous avez conscience du point auquel vous faites rêver toute cette assemblée? Ouais, je pense que tous les jours, nous, déjà, on vit un rêve. Moi, c'est le cas depuis même plus de 20 ans. Et c'est vrai que, ouais, on draine avec nous toute une communauté qui suit et qui est toujours en attente de plus d'infos, de plus d'images. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Je pense qu'on va aller voir les images. Mais Francky, vous aussi, vous faites rêver. Enfin, ça fait en plus très longtemps que vous avez commencé, je pense. Moi, j'ai commencé ma vie vraiment dans la passion. J'ai commencé dans le sport, j'étais pilote professionnel en jet ski et j'ai toujours eu cette envie d'avancer et de vivre un petit peu mon propre chemin. Donc après, ça s'est
fini dans les airs actuellement. Mais voilà, j'avais pas un parcours qui était tracé du début. J'avais juste envie de vivre ma passion, quoi, en fait. Alexandre, aujourd'hui, donc vous êtes à la tête de Sirocco. Comment est-ce qu'on passe de champion de kitesurf à inventeur du moyen de déplacement de demain sur la mer? Je pense que c'était une envie. J'ai profité, avec ma carrière de sportif professionnel, j'ai profité pendant presque une vingtaine d'années à parcourir le monde, à faire des performances, à rencontrer des gens, à découvrir des endroits. Et l'envie, à la fin de ma carrière, c'était vraiment de se dire qu'est-ce que tu as fait pour la mer finalement pendant toutes ces années. Pas grand-chose. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de capitaliser sur toute l'innovation qu'on était amené à développer pour atteindre des performances de haut niveau. Alors, au départ, des performances sportives. Mais de se dire, en fait, on va capitaliser sur toute cette inventivité, toute cette créativité, en faire peut-être des produits. Et du coup, des produits qui aident à la décarbonation, notamment du transport maritime, parce que c'est un milieu qui nous tient à cœur chez Sirocco. On est passionné par la mer et du coup, c'était un peu une évidence. L'innovation de rupture, aujourd'hui, c'est le seul moyen, selon vous, de décarboner le transport maritime? Je pense un joli moyen, un beau moyen. Renverser la table, partir sur des idées au départ un peu folles. On en discutait tout à l'heure avec Francky, mais quand on vous dit c'est vraiment pas le bon chemin, tu vas droit dans le mur, ça marchera pas. Normalement, c'est que ça sent bon. Francky, on connaît évidemment le flyboard avec lequel vous avez traversé la Manche. Maintenant, il y a ce Jet Racer qui est une sorte de voiture volante à décollage vertical. Qu'est-ce qui vous pousse, vous aussi, à remettre en cause les moyens de locomotion qu'on connaît tous? Disons que le flyboarder, pour être honnête, c'était un petit peu comme les autres produits que j'avais créés avant, comme le flyboard à eau, etc. C'était vraiment quelque chose de compulsif, quoi. J'avais envie de le faire et c'est ce que tout le monde me demande. Pourquoi tu as créé le flyboarder et je veux dire, pourquoi tu fais un engin volant? J'avais juste envie de voler, quoi. C'était vraiment la réponse la plus simple. C'était pas la meilleure réponse à donner à des investisseurs, mais c'était ça, quoi, la réalité derrière ça. Après, effectivement, je me suis aperçu que je ne pouvais pas partager cette passion avec beaucoup de monde parce que le flyboarder demande beaucoup d'entraînement physique, énormément d'entraînement technique et c'est pas beaucoup plus compliqué à piloter ou à en faire qu'un skateboard. Je dirais, moi déjà le skate. Voilà, mais c'est ça le problème, c'est que justement c'est un skateboard avec lequel tu ne peux pas tomber. À la première fois, c'est peut-être la dernière, donc c'est ça la complexité. Et du coup, j'avais cette envie de partager avec les gens ce rêve de voler et c'est comme ça que j'ai imaginé le Jet Racer, l'engin le plus petit et le plus léger au monde que quelqu'un peut piloter sans trop d'apprentissage et qui peut avoir la liberté de faire tout ce qu'il a envie sauf de se faire mal. Et donc en fait on a créé cet engin qui est quasiment autonome mais dont le pilote ne le sent pas. Mais si vous faites une manœuvre qui est dangereuse, que vous sortez ce qu'on appelle en aéronautique l'enveloppe de vol, ou si vous allez trop bas ou trop haut, l'ordinateur va refuser de le faire. Donc c'était un petit peu la philosophie derrière le Jet Racer. Et le Jet Racer, on le considère comme uniquement un milestone. C'est-à-dire que derrière, on a un engin qui est un hybride, puisque effectivement, quand tu penses à mobilité de demain, forcément, ça prend en compte l'aviation verte et l'écologie. Mais c'est là où on a souvent été critiqué avec le flyboard et même récemment avec le Jet Racer. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que si tu essaies de solutionner tous les problèmes de ta vie en une fois, ça ne marche jamais. Si tu essaies de solutionner tout dès le départ, tu ne démarres jamais. Donc nous, on essaye d'avancer par étapes. Et effectivement, déjà voler, c'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Rester en l'air, ça nous a pris 3 mois pour créer le flyboarder, 6 ans pour être sûr quand je monte dessus que je vais rester en l'air. Donc après, il fallait faire la même chose avec un engin autonome. Et maintenant, il fallait imaginer comment on va d'un point A à un point B avec une empreinte de carbone inférieure à n'importe quel véhicule qui existe aujourd'hui, roulant ou volant. Et ça a été une partie extrêmement intéressante et qu'on a solutionné il y a de ça à peu près 1 an. Et maintenant, voilà, on avance par étapes et c'est ce qui d'une idée, d'une passion, tu arrives forcément après à dessiner si tu es compétent et si tu es bon, parce que quand tu es passionné, tu peux y penser 24 heures sur 24 à ton idée, mais tu deviens performant et en étant performant, tu peux imaginer un futur, une entreprise et un business model.
En écoutant Francky, je me rends compte à quel point derrière tout ce que vous faites tous les deux, il y a énormément d'ingénierie. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous parler de cette innovation que vous avez mise au point chez Sirocco ? Alors c'est marrant, moi j'ai pas du tout le profil d'ingénieur, je viens du marketing, du commerce, je sais raconter des belles histoires. Mais par contre, je me suis entouré d'une équipe de très très haut niveau, à la fois avec un background d'ingénierie mécanique, mais en particulier mécanique des fluides, on a des docteurs en physique dans l'équipe, et toute une partie développement de logiciels. Et ce qu'on a créé chez Sirocco, alors au départ pour la recherche autour de notre engin de vitesse propulsé par le vent, on a eu besoin de développer un logiciel. Et ce logiciel-là, on l'a transformé en plateforme de jumeaux numériques. Bon, c'est un petit peu complexe, mais en gros, on arrive à reproduire le comportement de notre engin de vitesse, mais aussi de n'importe quel navire qui flotte sur l'eau. Et du coup, qui peut être un cargo ou un navire de croisière. Du coup, reproduire son comportement et comment il va réagir à la mer, au vent, à ses systèmes de propulsion, pour optimiser sa consommation d'énergie. Et en particulier, réduire leur consommation énergétique et leur impact environnemental. C'est là qu'on a réussi à faire la différence et à vraiment montrer qu'on pouvait développer de l'innovation. Donc aujourd'hui, on a une partie de l'équipe qui est dédiée au développement de notre plateforme de jumeaux numériques, qui est un logiciel, et qu'on commercialise auprès de l'industrie du transport maritime. Oui, parce que je crois qu'il y a 8 brevets dans les tuyaux, c'est ça ? Alors, 8 brevets, c'est toute la créativité autour de la conception de cet engin de record. On en parlait encore avec Francky tout à l'heure. Alors, on n'a pas forcément l'idée de absolument cacher tout ce qu'on fait, mais on développe plein d'idées. Alors, il y en a qui serviront qu'à la technique du record, et puis d'autres qui potentiellement pourront être développées commercialement. Francky n'a pas la même problématique, puisque tout de suite son engin aujourd'hui il a une vocation à être commercialisé partout dans le monde. Nous, notre engin de vitesse, il a vraiment il nous sert vraiment à driver de l'innovation, à développer des briques technologiques, et pas forcément, ça n'a pas forcément une vocation commerciale tout de suite. Alors, puisque vous parlez de ce record de vitesse, vous visez de pulvériser le record de vitesse sur l'eau, 150 km/h, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'abord, on en est où ? Et deux, pourquoi un tel objectif ? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir, je parlais de la traversée de la Manche de Francky tout à l'heure, mais c'est nécessaire d'avoir des coups de projecteur comme ça pour pouvoir attirer derrière des investisseurs ? Alors avant tout, c'est se fixer, Francky le disait tout à l'heure, des milestones, des objectifs à atteindre. Quand on a démarré ce projet-là, on ne voulait pas juste faire 122 km/h. Le record actuel, il est à 121 km/h, propulsé par le vent. L'idée, c'était pas de faire... c'est ça ? En Namibie, le pilote est australien. Mais l'idée, c'était que si on faisait 122, on aurait amélioré le concept qu'a le record. Ça aurait pu être un chemin aussi, j'allais dire, facile, quoique c'est pas sûr. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, on fait table rase, on part d'une feuille blanche. Qu'est-ce qu'on peut créer pour aller vite sur l'eau propulsé par le vent ? Et là, on développe, on fait un brainstorm avec toute l'équipe. On a des gens de l'extérieur qui sont venus nous aider, des pilotes de parapente, des gens du monde de l'hélicoptère ou bien sûr de l'architecture navale. Et de là, on brainstorm et on choisit une voie. Et du coup, on est parti sur un concept qui est jamais vu dans le monde de la vitesse à la voile, avec une capsule qui vole au-dessus de l'eau, prise entre la traction d'un kite géant qui va faire 50 mètres carrés et un foil sous l'eau retenu par un câble. Donc de là, quand tu présentes la chose à des aficionados de la voile, ils te disent non mais mon gars, ça marchera pas. Donc là, tu te dis c'est bon, potentiellement il y a du on va pouvoir pousser le truc. Et puis en fait, pour répondre à votre question, où on en est aujourd'hui, on a un prototype radiocommandé qui fait 2,40 m de long, avec beaucoup d'inventivité, du coup, c'est radiocommandé, donc il a fallu concevoir des systèmes de contrôle, des automatisations du foil, etc. Et aujourd'hui, on a ce concept-là, ce proto qui vole. Pas exactement comme Francky, qui est encore un petit peu en contact avec l'eau, qui vole à 1 mètre au-dessus de l'eau. L'idée, c'est d'avoir un vol stable pendant plusieurs minutes. Là, aujourd'hui, on est autour de... Bon, je vais un peu spoiler le truc, mais autour de 15-20 secondes. L'idée, c'est vraiment d'arriver à stabiliser le vol pendant le plus longtemps possible. Et puis, je suis sûr qu'on a plein de choses à échanger avec les équipes de Francky, parce qu'on a
beaucoup de problématiques en commun. Mais oui, la stabilité des engins, non, en premier lieu? Oui, nous, en fait, c'est la base de stabiliser nos engins volants, parce que dans les airs, en fait, c'est uniquement les genres d'engins qu'on construit, ces engins, on va dire, instables, ils se stabilisent par leur propre propulsion. Et du coup, stabiliser l'engin, c'est compliqué, mais après, la redondance de la stabilisation, c'est là où finalement, nous, on a été obligé d'innover, c'est-à-dire vraiment, comme je disais tout à l'heure, rester en l'air, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel système puisse avoir une défaillance, mais qui ne conduit pas à l'accident dramatique. Comment vous voyez la mobilité du futur? Est-ce que demain, on sera tous comme vous, c'est-à-dire demain, tous dans les airs? Parce que la voiture volante, on en entend parler depuis des années, on a quand même bien du mal à la voir venir. Alors en réalité, notre flyboarder, c'est exactement comme tu disais, c'est un démonstrateur en fait de notre technologie et ça nous permet vraiment d'évoluer. Donc c'est comme ça qu'on met les briques en place et qu'on les essaye. Et ensuite, on travaille par milestone, mais effectivement, le jet racer que les gens ne s'inquiètent pas, on ne compte pas le déployer dans les centres-villes. En revanche, le nouvel engin qu'on fait, l'hybride, il pourra être déployé dans les villes et faire ce qu'on espère faire avec, c'est-à-dire changer la mobilité de demain, uniquement quand la réglementation aura changé, l'IASA et la DGAC aura décidé d'inclure ces machines dans le trafic aérien. En revanche, aux États-Unis, on bénéficie d'une réglementation qui s'appelle l'ultralight, dans laquelle quasiment personne au monde n'est jamais arrivé à rentrer pour des problèmes techniques. C'est-à-dire que l'ultralight, c'est une catégorie qui existe, on peut déjà voler avec, il n'y a pas besoin de permis, il n'y a pas besoin de machines certifiées, mais il faut construire de la technologie, puisque la machine ne peut pas dépasser plus de 115 kg, ne peut pas contenir plus de X carburant, etc. Donc nous, on a pris le challenge technologique, plutôt que de remettre notre destin dans les mains de décisions arbitraires. Et donc, on est parti à fond là-dedans. Et aujourd'hui, on a donc cet engin qui sort pour la fin de l'année, qui est un hybride, et qui, lui, a légalement le droit de circuler partout où il veut aux États-Unis, excepté au-dessus des zones surpeuplées. Mais ça ne comprend pas les villes, ça comprend uniquement les centres-villes. Et donc, dès 2023, on va pouvoir commencer à transporter des gens. Et en premier, pour ce qu'on appelle, nous, l'entertainment, c'est-à-dire, en gros, si on transpose ça à la France, ça serait partir du Vieux-Port et aller visiter le Frioul et le château d'If. Donc, on va commencer par là. Et puis ensuite, aller progressivement vers la mobilité, c'est-à-dire choisir des trajets qui sont hyper efficaces en termes de production de CO2 et hyper efficaces en termes de temps. C'est-à-dire choisir des endroits qui sont hyper sujets à la congestion et en même temps où vous devez par les routes tourner autour d'une très grande zone alors que vous avez simplement à traverser ou la mer ou un lac. Donc on va se focaliser en premier sur ça. Et pour répondre à votre question, pour moi, la mobilité de demain, elle est multiple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de prendre un engin volant pour traverser du stade Vélodrome au Vieux-Port. Par exemple, peut-être que la meilleure solution, c'est les engins roulants électriques. Et à un moment donné, du moment où vous parlez de voler, il faut beaucoup d'énergie. Donc voler, il faut après servir de la transition, c'est-à-dire certainement d'ailes, etc. Et envisager quand même des distances assez longues. Et après, de la mobilité, ça sera certainement des engins électriques, ces fameuses trottinettes électriques qui ont été critiquées pas mal de fois. Il y a beaucoup à travailler autour, puisqu'effectivement, il faut les recharger, etc. Mais en réalité, pour faire le même trajet qu'une voiture, vous allez dépenser peut-être 100 000 fois moins d'énergie. Parce que c'est bien beau de changer d'énergie, de passer du thermique à l'électrique, mais si vous en consommez 10 fois plus pour le trajet, vous tournez en rond. Donc pour moi, un SUV électrique, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, une voiture, comme à l'époque, les défis que faisait Shell avec les voitures où il devait aller le plus loin possible avec 1 litre, une voiture comme ça électrique, là, ça a du sens. Parce qu'avec 3 watts, vous parcourez 20 km. Donc c'est comme ça que je pense qu'il va falloir réinventer la mobilité de demain, en laissant peut-être de côté nos idées, nos conforts, et pas confondre l'écologie avec la mode. Parce que l'écologie, elle passe par la physique. Et la physique, elle n'est pas régie par de la mode. On ne porte pas une chemise bleue un jour et une chemise rouge le lendemain. La physique, elle est régie par des lois fondamentales que les pères de nos pères ont déjà commencé à comprendre. On ne pourra pas révolutionner ça en 3 secondes. Même question un peu pour vous, Alexandre. Finalement, la mobilité de demain sur la mer, c'est quoi? Parce que moi, je vois quand même passer énormément d'entrepreneurs avec des projets de cargo à voile. Est-ce que demain, je sais que vous travaillez avec CMA-CGM et Rodolphe Saadé sera là tout à l'heure, est-ce que demain, les cargos de CMA-CGM, par exemple, seront à voile? Comme dit Francky, c'est la mobilité de demain sur la mer, elle sera multiple. La voile, c'est une réponse à une partie de la question.
Il y a plein d'autres types d'énergie, électro-hydrogène, carburant de synthèse, LNG qui est utilisé aujourd'hui. Donc, de toute façon, c'est une industrie qui a besoin de faire sa transition et qui a besoin de trouver des solutions et montrer factuellement qu'une solution est meilleure qu'une autre. Et c'est là où Sirocco se positionne. On est un vrai tiers de confiance avec le logiciel qu'on a développé, où on a à la fois les fournisseurs de solutions qui viennent déposer leur modèle numérique sur notre plateforme, l'armateur qui vient faire le jumeau numérique de son navire et voir quelle va être l'influence des différents systèmes de propulsion, leur efficacité par rapport à ces contraintes opérationnelles. Donc il y a des routes où la voile marchera parce qu'il y a du vent, mais il y a des routes où il n'y a pas de vent et où il faudra d'autres systèmes de propulsion. Et l'idée, c'est que nous, on croit beaucoup au mix énergétique. Donc ça sera vraiment un mix, un hybride aussi de plusieurs solutions de propulsion. Et il y a besoin d'intelligence pour justement combiner ces différents modes de propulsion. Aujourd'hui, on parle justement de cargo à voile. Il y a énormément de prototypes. Oui. Non, il y a énormément de concepts. Il y a quelques prototypes. Et certains qui commencent à être implémentés. Donc on a besoin d'énormément de connaissances sur ces différents systèmes, sur leur efficacité, faire de la simulation et qui donne des retours sur investissement, des visions à long terme sur ce que peut coûter, rapporter et ce qu'on peut économiser aussi en termes d'impact environnemental. Francky, vous avez aussi des possibles débouchés pour tout ce qui est secteur de la défense et des secours, j'imagine. Vous en êtes où là-dessus ? Disons que pour la défense, on est toujours en discussion ouverte. On a des visites régulières de gens de la DGA et aussi des demandes régulières par email d'autres pays. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on travaille sur ça en parallèle. Moi, je viens du monde du récréatif, je viens du monde de la compétition et du défi. Je ne viens pas forcément du monde militaire, mais effectivement, répondre à des problématiques que ces gens peuvent avoir, c'est quelque chose qui peut me passionner aussi, qui peut, à terme, surtout dans le contexte actuel, peuvent servir. Et dans le domaine, on va dire, de la sécurité ou de ce qu'on appelle, nous, les first responders, on a aussi beaucoup de demandes pour nos engins, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, le jet chasseur est un milestone, mais en revanche, au moment où tu réalises des machines que personne n'a fait avant, hein, je veux dire, bon, j'aime pas appeler ça des pionniers ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, c'est un fait. Un peu quand même. Quoi qu'il en soit, c'est un fait. Personne n'a jamais volé propulsé par des réacteurs, donc c'était assez complexe d'avoir assez de réactivité. Et aujourd'hui, c'est complètement inefficace en termes de... Si on commence à comparer les litres de kérosène aux 100 km, je pense que beaucoup de gens vont m'insulter. Mais en revanche, on n'utilise pas les réactions de l'air pour voler. Donc c'est le seul engin au monde qui n'utilise pas la réaction de l'air. On n'a pas alors même un rotor d'hélicoptère, c'est une aile tournante. On n'utilise pas ça, ce qui nous permet de voler dans des conditions de turbulence qu'aucun engin n'a jamais volé. On peut voler sur du 120, 130, 140 km/h de vent, des tempêtes, des orages. Donc, du coup, pour les first responders, dans certaines conditions, comme par exemple, on a été contacté récemment pour des systèmes en mer, donc je ne pourrais pas dire exactement quoi, mais pour se poser très rapidement des modes d'urgence. Et là, à ce compte-là, ou même éventuellement aller chercher des blessés sur une route bloquée, aujourd'hui, les hélicoptères ne peuvent pas se poser partout et dans n'importe quelle condition. Et je pense que même s'il faut aller vers la transition écologique à 200%, parce que tout le monde est écolo, même le moins écolo des écolos, il a quand même, qui n'a pas aujourd'hui 90 ans et qui a des enfants, il pense à demain. En revanche, si vous avez la vie d'une personne qui est en jeu, il ne faut pas non plus abuser à dire oui, mais combien de litres de kérosène on a consommé pour sauver la vie d'un enfant ou même d'un être humain. Donc je pense que cette technologie qui est aujourd'hui un milestone pour nous, on la développe pour tout ce qui est first responder et éventuellement pour le domaine militaire. Merci beaucoup à tous les deux. Francky Zapata, fondateur et CEO de Zapata Company, et Alexandre Kézergue, cofondateur de Sirocco. Merci d'avoir été avec nous. Et encore une fois, un grand merci à l'UPE 13 de nous avoir accueillis ici pour la 3e année consécutive.